Cicatrisée, des récits de césarienne, des traces qu'elle laisse sur le corps et dans l'esprit. Toutes les histoires racontées ici finissent bien. Priscilla, 29 ans, je suis la maman de 2 enfants, dont Paul, qui est né en 2025 en césarienne d'urgence. Et moi, c'est Sullivan, 29 ans, le conjoint de Priscilla et papa de Paul, qui j'ai assisté à l'accouchement du début à la fin. Comment elle se passe cette grossesse? Déjà la première grossesse, c'est accouchement par voie basse. Accouchement par voie basse, grossesse pour la première avec beaucoup de vomissements, où je profite vraiment que à la fin, mais voilà, pas trop de prise de poids, donc je me sentais pas forcément... je n'avais pas l'impression d'avoir de difficulté à me déplacer, etc. Par contre, grossesse où vraiment je faisais littéralement rien, je mangeais bien comme il fallait, mais accouchement super, perte des os à la maison et accouchement quelques heures après à l'hôpital. Pour la deuxième grossesse, complètement différent, avec déjà notre première fille dont il fallait s'occuper au quotidien. Elle avait 2 ans, donc autonome, mais en même temps pas vraiment autonome. Et du coup, accumulé à ça, on a eu des projets d'achat, etc. Donc je pense qu'on s'est un peu blindé notre quotidien. Je me suis pas tellement reposée, j'ai continué de travailler contrairement à la première grossesse. J'ai assumé ma fille, et puisque le papa, comme il est militaire, il n'était pas beaucoup là, donc c'était assez difficile. Au-delà de ça, j'ai fait du sport pendant cette grossesse-là, mais j'ai pris plus de poids. Bon. Merci les médicaments qui m'ont arrêté, qui m'ont stoppé les vomissements. Et voilà, vers la fin, j'en pouvais plus, je faisais beaucoup d'allers-retours à l'hôpital. Parce que j'avais d'énormes douleurs. Bon, tout le monde vous dit profites-en pour dormir la nuit, mais en fait on ne dort pas à la fin de la grossesse. Et puis j'avais aussi beaucoup ce stress parce que ma belle-mère devait venir nous garder notre fille pendant une dizaine de jours. Et je me disais, purée, mais si j'accouche avant, comment on va faire? Si j'accouche après, comment on va faire? Et donc elle avait prévu de venir peut-être 4 jours avant le terme. Et donc j'avais vraiment ce gros stress-là, je ne me reposais pas, on était en train de retaper cet appartement-là. Et pourtant, Sullivan n'arrêtait pas de me dire mais dors, dors, et en fait je n'y arrivais pas. Et elle est arrivée le samedi soir, j'ai commencé à avoir des grosses contractions. On est allé aux urgences, ils m'ont dit bah non, c'est pas le moment. Mais la sage-femme qui était là, ça faisait déjà plusieurs fois que je la voyais. Elle voyait bien que j'étais au bout du rouleau. Donc elle a essayé d'accélérer le travail. Au final, elle m'a mis en salle d'accouchement. J'ai perdu le bouchon muqueux, les contractions se sont intensifiées. Elle m'a dit soit on pose la péri avant la perte des os, soit on la pose après. J'avais un très bon souvenir de la perte des os de ma fille. Donc j'ai décidé de prendre la péri avant. Et je pense que j'étais vraiment plus que fatiguée parce que déjà pendant la péri, j'ai fait des grosses chutes de tension. Donc déjà ça, je pense, ça m'a pas aidée. Et ensuite, on est resté un petit moment quand même, le temps que ça se dilate. Une fois que ça s'est dilaté, la sage-femme m'a dit bon bah c'est parti, on va pousser. Et j'ai tout donné. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des contractions dans le dos, mais vraiment d'une intensité que je ne peux pas expliquer, même avec la péri. La péri, à plusieurs reprises, ils ont fait revenir l'anesthésiste et ils ont augmenté combien? 4 ou 5 fois à mettre ce qu'ils appellent des bolus en fait, pour augmenter la dose d'anesthésiant, mais il y avait rien qui y faisait. Et le fait qu'ils ne sortent pas, c'est quand la sage-femme elle a mis la main pour regarder la position du bébé et tout. Elle nous a demandé le poids.
On lui a dit, il était annoncé pour 3,1 kg. Elle a dit, oh non, il est quand même un petit peu plus gros. Ok. Mais en fait, il a pas voulu passer le col et les douleurs dans le dos, c'était parce que tu forçais sur l'utérus en fait. C'était difficile parce que je voyais du coup au monito les contractions qui montaient. Moi, je hurlais de douleur. Je pense que ce jour-là, j'aurais voulu qu'on m'achève, quoi. Vraiment, c'était vraiment horrible. Et moi, j'étais persuadée que j'allais accoucher voix basse. Toi, Sully, t'avais compris que... La sage-femme et l'auxiliaire, c'est vrai qu'ils parlaient entre elles et bon, j'ai compris que ça finirait pas par voix basse, mais je savais que sa volonté c'était par voix basse et le plus possible, quoi. Mais bon. Et donc elles appellent le chirurgien, le gynéco. Le gynéco vient et puis là il dit non, fallait pas la faire pousser maintenant, il faut lui remettre l'ocytocine. Pour augmenter la puissance des contractions. Ouais, en fait, il voulait comme déclencher, quoi. Ouais. C'est ça. Lui, en fait, ce qu'il voulait, c'est que pour lui, elle était trop fatiguée, donc elle poussait pas assez fort. Donc lui, il a fait augmenter l'ocytocine pour augmenter la force des contractions et pour sortir. Et en fait, il voulait pas utiliser d'instrument. Il a dit, tant qu'elle a mal, on n'utilisera pas d'instrument parce que je vais encore plus faire mal. Au final, le fait qu'il ait remis l'ocytocine, ça m'a détruit. Enfin, j'ai vraiment eu des douleurs atroces. Et en fait, il avait donné un petit délai en disant je reviens dans tant de temps, et si ça va pas. Bon, en fait, il est revenu et de là, il a prononcé le terme que j'en doutais le plus. Et il a dit non, c'est une césar d'urgence parce qu'en plus, je commençais à avoir la tension qui baissait. Le petit, je pense qu'à un moment donné, il souffrait. On avait atteint vraiment le temps maximum de pousser. Et là, c'est la panique parce que je pars, tout le monde se met à bouger. Ils étaient énormément autour de moi. Ils m'envoient au bloc. Je perds de vue Sullivan. Donc là, c'est vraiment le stress. Je me mets à pleurer. En fait, je demandais que lui parce que j'avais que lui comme référence à ce moment-là. Et en fait, j'ai trouvé que c'était... Bon, eux, ils sont dans leur urgence de se dire il faut sortir le bébé, il faut que la mère aille bien. Mais du coup, j'ai eu ce sentiment qu'il y avait... C'est pas qu'il n'y a plus d'humanité, mais eux, c'est normal, ils sont dans leur protocole. Et nous, on est là comme si on était spectateurs de ce qui se passait, que notre corps ne nous appartenait plus. D'un coup, ils se mettent à vous badigeonner le ventre, à vous désinfecter, à vous mettre un champ devant les yeux. Et en fait, d'un coup, Sullivan rentre. Moi, je me mets à paniquer et là, gros trou noir. Je me souviens de rien. Je me souviens juste d'avoir... déjà qu'on m'ait mis un masque sur le visage, d'avoir eu ce sentiment d'oppression. Qu'on m'ait juste montré Paul et que je lui fasse un bisou. Et je me souviens de rien. Je me souviens juste de m'être réveillée en salle de réveil, en panique. Mais voilà, c'est tout. Mais là, on vous a expliqué, du coup, parce qu'ils vous ont pas, eux, endormi entièrement. Vous avez eu Non, rachis. c'était une anesthésie locale. Ouais. Sauf qu'en fait, quand elle est partie avec... en même temps, elle a fait une crise d'angoisse. Et elle était hyper agitée, donc c'est pour ça qu'ils lui ont mis un masque pour essayer avec du Calinox, en fait, un peu pour l'endormir et tout. Mais elle était hyper agitée à ce moment-là, quoi. Et vous, donc, vous assistez à tout ça? Ouais. Alors moi, au début, quand ils l'ont emmenée pour la préparer, donc il y a l'auxiliaire et la sage-femme qui me disent que ça va être une césarienne d'urgence. Donc ça, moi, je l'avais déjà un peu compris quand elles se parlaient un peu toutes les deux. Et du coup, je leur demande comment ça va se passer. Donc ils me disent que donc là, ils la préparent, qu'ensuite je serai avec elle. Bon, je vois pas comment forcément ils sortent le bébé, mais ils me mettent Paul dans les bras. Je fais
le bisou avec Priscilla. Et après, ils me disent, bon, ben, d'ici 10 minutes, en fait, c'est bon, elle est avec vous, quoi, le temps qu'on referme. Donc déjà, bon, le temps que c'est vrai, je suis avec Priscilla, je la vois hyper paniquée, stressée. Enfin, c'était... Voilà, elle était vachement agitée. Est-ce que vous arrivez à communiquer à ce moment-là? Est-ce que vous arrivez à lui parler? Dans quel état vous êtes? Non, j'arrive pas à lui parler. En fait, quand les sages-femmes, au tout début, quand on est arrivé, qu'ils ont dit qu'on allait commencer le travail, moi je me rappellerai toujours, on a fait la photo, tous les deux, on a dit dernière photo tous les trois. Tout allait bien, on s'est dit, c'est bon, la première ça s'est bien passé, le petit, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Et là d'un coup, oui, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Et c'est vrai que là d'un coup, bah, il y a un peu tout qui m'échappait aussi. Je pouvais rien faire, je voyais Priscilla en crise de panique, en souffrance parce que je sais que c'était pas son désir d'accoucher par césarienne. Mais moi, quand je récupère Paul, je pars du coup en salle de réveil en attendant Priscilla, et il m'avait dit 10 minutes. Sauf que là, j'ai Paul dans les bras, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et en fait, je la vois toujours pas. Je croise l'auxiliaire, et en fait, l'auxiliaire, elle me dit que elle a fait une hémorragie et qu'ils sont en train de la transfuser de poches de sang et que ça devrait aller. Et finalement, je la revois au bout de 3/4 d'heure, quoi. Elle revient et m'explique qu'elle a fait, au moment de la césarienne, elle a fait une hémorragie, qu'ils ont dû la transfuser en urgence en plus, quoi. Donc bon, moi, c'est vrai que pendant ce temps-là, je me suis imaginé un peu, un peu en train de tout perdre et que peut-être j'allais me retrouver tout seul avec 2 enfants, quoi. Donc bon, j'étais soulagé quand même quand elle est revenue, mais c'est vrai qu'elle était plus qu'affaiblie quand même. Ouais, parce que quand je me suis réveillée, j'étais remplie de perfusions, j'avais des fils de partout. Et là, je me souviendrai toujours, la première chose que je t'ai dit, c'est mais je vais même pas pouvoir l'allaiter. Parce que j'ai allaité ma fille pendant 16 mois. Je pense que c'est ma plus grande fierté de toute ma vie. Et je pense que pour allaiter autant, il faut vraiment aimer ça. Et c'était mon souhait pour le deuxième. Et en fait, je me suis tournée, je voyais même pas mon fils. Je voyais juste un landau. Enfin, je voyais même pas à quoi il ressemblait. J'arrivais à peine à ouvrir les yeux. Je me sentais affaiblie. Et c'était ça vraiment ma première pensée, c'est-à-dire voilà, que je pourrais même pas lui donner le sein, quoi. Et on est resté un petit moment en salle de réveil. Ouais. Et donc Paul est sorti à 11h et je pense que je l'ai revu, enfin que je l'ai vu pour la première fois. Il était 18h. Et quand on a remonté. Et donc ça fait quand même 7 heures, presque une journée entière, sans voir son enfant. J'ai pas pu faire le pot à pot avec lui. Il n'a pas fait la tétée de bienvenue avec moi. Et j'ai l'impression qu'on m'a... C'est peut-être égoïste parce que je suis très heureuse qu'il ait fait le pot à pot avec son papa. Mais j'ai l'impression qu'on m'a volé ce moment. C'est un moment que je ne pourrai plus jamais avoir et peut-être qu'aujourd'hui ça implique un certain comportement envers lui, de ma part. Et ouais, je l'ai très très mal vécu. J'ai mis beaucoup de temps à me réveiller de tout ça. Même le soir, quand on est allé en chambre, je m'endormais, j'avais du mal à récupérer vraiment de cette hémorragie, quoi. J'étais vraiment très très fatiguée. Je connaissais la césarienne. J'ai déjà eu des personnes autour de moi qui ont eu des césariennes. Ma mère, la première. Mais je pense qu'en fait, on se persuade de certaines choses. Moi, j'avais aucun problème de santé, en tout cas par rapport à la grossesse. J'avais pas un âge non plus qu'ils estiment comme à risque.
Ma première, comme elle est née par voie basse, dans ma tête, j'étais vraiment persuadée que j'allais accoucher voie basse, quoi. Je pense que c'est ça aussi le problème, c'est qu'on persuade les femmes qu'elles vont accoucher voix basse et que on vous parle de la césarienne mais on vous en parle pas assez. On vous l'explique dans les risques, on vous donne des papiers, etc. Et du coup, je pense que le choc est d'autant plus violent quand ça arrive vraiment. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel, à mon avis, il faut évoluer, quoi. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le choc d'un seul coup. On est dans une espèce de bulle où on va donner la vie dans du coton et puis en fait on part au bloc, on est en croix sur la table. Et puis effectivement ce qu'on manque. Le pot à pot, la première tétée, ces premiers moments. Et ça c'est je pense que c'est le trauma majeur en fait. Ouais. Pour la femme. On devient dans la société et même dans nos cours d'accouchement, tels qu'ils sont prévus aujourd'hui, on devient maman en donnant naissance par voie basse, quoi. Et on ne nous dit pas, la césarienne n'est c'est un risque, alors qu'en fait c'est un moyen, c'est un autre moyen. Ouais. Et qui faudrait nous expliquer que les choses peuvent se passer autrement. Oui, parce qu'on a des cours d'accouchement en voix basse, on nous explique comment pousser, mais on n'a pas de rendez-vous à proprement parler qui est tourné que autour de la césarienne. Oui, puis le fait d'accoucher par césarienne aussi, il y a peu, tu as parlé des maladies de l'âge, mais là en l'occurrence, par rapport à son gabarit, il était annoncé à 3 kg, oui. Il est sorti à 4 kg 3. 4 kg 100, pardon. Enfin, mathématiquement, ça ne pouvait pas passer en fait. C'était sûr. Et bon, après le poids, il ne pouvait peut-être pas le savoir non plus que ça, mais c'est vrai que si on nous avait parlé de césarienne, on aurait réfléchi en disant que oui, c'est peut-être plus simple de faire une césarienne que... Et peut-être que si la césarienne avait été anticipée, il n'y aurait peut-être pas eu ce risque d'hémorragie non plus. Je sais pas. Et comment se passent les jours qui suivent ? Les jours qui suivent sont hyper douloureux. La cicatrice de césarienne est hyper douloureuse, en tout cas pour ma part. Le soir même, la sage-femme m'annonce qu'ils vont me désonder le lendemain matin et qu'il va falloir que je fasse mon premier lever. C'est même pas un choix qu'on a, c'est-à-dire qu'elle vous dit ça et il n'y a pas de choix que de se lever le lendemain matin. Le lendemain matin, je me lève, mais vraiment, j'ai envie de... le premier lever, quoi, j'ai envie de vomir, j'ai des acouphènes, j'ai la tête qui tourne. Et donc les jours qui suivent, je marche vraiment comme une mamie de 80 ans accrochée à sa canne. Et ma canne, c'est Sullivan, qui m'emmène jusqu'à la salle de bain, qui me lave. C'est-à-dire que même ça, même ma dignité de femme, à ce moment-là, je ne l'ai même plus. J'arrive même pas à porter mon fils, alors qu'il est vraiment collé à mon lit. J'arrive même pas à faire ce geste-là. Quand je glisse au fond du lit, je suis obligée de sonner pour qu'on me remonte. Et donc ça, c'est hyper douloureux. Alors bien sûr, il y a les traitements, on vous donne des traitements, etc. Mais tout est une épreuve, c'est-à-dire que se lever pour aller aux toilettes, on recule le moment. Pour aller se laver, on le fait le matin, mais c'est assez difficile à vivre. Et l'allaitement, je sais que j'ai réussi à le mettre en place grâce à Sullivan, parce que c'est lui la nuit qui se levait pour me poser le petit. Ouais, c'est grâce à toi, quoi. Même le retour à la maison, il a été compliqué, les 4 étages à monter. Alors, comme il y a des demi-paliers,
C'est vrai que oui, on parlait des... Comme une vieille femme, tu disais, mais... C'est vrai que je descendais la chaise, tous les demi-paliers, elle s'arrêtait. Parce que même là, au-delà des douleurs, il y avait la respiration. Enfin, le corps, il a vraiment... Sur tout point de vue, quoi. Comme s'il n'y avait jamais eu de sport qui avait existé dans la vie, comme s'il y avait... Oui, on perd tout d'une minute à l'autre. Hein. Et d'ailleurs, pendant la maternité, au début, je voulais voir personne, je voulais parler à personne. J'étais vraiment, vraiment mal parce que, en fait, c'était complètement contradictoire. C'est-à-dire que je venais de vivre ce qui était censé être le plus beau jour de ma vie, le deuxième plus beau jour de ma vie, après ma fille. Et en même temps, ce qui a quand même failli me coûter la vie, quoi. J'étais super triste et super en colère, quoi. En colère de ce qui venait de se passer, en colère contre moi-même en me disant bah, si j'avais pas fait ce deuxième, bah, je serais encore en bonne santé. Et puis, quand j'étais à la maternité, voilà, j'avais du monde autour de moi. C'est vraiment le retour à la maison qui a été compliqué. Ben, je me souviendrai toujours, le soir où on est rentré, j'étais assise là. Et j'avais les larmes aux yeux, je voyais tout le monde autour de moi et je me demandais ce que je foutais là, quoi. J'avais l'impression que j'avais plus ma place, comme si tout avait changé alors que rien n'avait fait. Il y avait juste un enfant en plus. Et c'était vraiment un sentiment plus profond que la tristesse. Il y a du mal-être? Oui. Oui, oui. Je l'ai très mal vécu et pourtant, voilà, j'aurais dû être contente. J'avais ma fille, ma belle-mère était là, était vraiment là pour nous aider. Sullivan aussi qui était en congé. Mais c'était quelque chose qui était... il pouvait rien y faire en fait. Il y aurait pu y avoir énormément de monde autour de moi. J'étais mal et je pense le temps... il fallait juste attendre que le temps fasse les choses. Et puis en plus, on était au mois de mars, les journées étaient courtes, donc la nuit tombait vite. Et on le sait que la nuit favorise les angoisses. Et donc, c'était difficile. Ma fille voulait me faire des câlins. Moi, j'avais une approche avec mon corps qui était plus pareille. Je supportais plus qu'on me touche parce qu'en fait, on m'a tellement charcutée à la maternité entre les prises de sang, les perfusions, la césarienne. Et puis après, on vous met sous anticoagulant pendant 1 mois. Les piqûres. Que c'est toi qui me faisais parce que je n'arrivais pas à me les faire. Alors pourtant, je suis infirmière, mais quand il s'agit de se piquer soi-même, c'est pas possible. Et donc, en fait, j'en avais vraiment ras-le-bol. J'ai l'impression que mon corps m'appartenait plus, que tout le monde se permettait de me piquer à droite, à gauche, de me faire ci et là. Et donc, j'avais plus envie qu'on me touche. Et c'est vrai que j'étais devenue très sensible. Ma fille, quand elle venait un peu brusquement, en plus, à chaque fois, comme par hasard, elle tapait sur la cicatrice de césarienne, la pauvre. Et à chaque fois, je hurlais quoi, de douleur parce que c'était vraiment compliqué. Je suis spectateur. Après, quand j'apprends le jour de la césarienne, donc qu'elle a fait l'hémorragie et tout ça, à l'auxiliaire d'entrée, la chose que je lui demande, c'est qu'on ait une psy. Je lui dis que ce soit pour elle comme pour moi, parce que je la connais, elle va en avoir besoin. Je pense que moi aussi, j'aurais peut-être besoin de parler à quelqu'un. Donc là-dessus, c'est vrai qu'à l'hôpital, quand même, il y a une psy qui est venue nous parler peut-être 3-4 jours après. Voilà, mais après, moi je sais que derrière, il faut un suivi psychologique pour Priscilla parce que je la connais, je sais qu'elle en aura besoin. Mais après, sur tout le reste, en fait, moi, ma mère, elle était là, elle nous a beaucoup aidés pendant les jours. Moi, je sais que j'étais en vacances, j'ai pas mal pu l'aider aussi, mais je connais mes limites et je connais
sa souffrance psychologique aussi. Et il y a des choses que je peux pas que c'est un peu un combat contre elle, mais où il y a besoin d'un spécialiste en fait pour en parler et trouver les mots que je peux pas avoir. Vous en parlez beaucoup entre vous? Non. Non, on n'en parle jamais. On l'a raconté à quelques personnes, mais jamais dans... Non, on n'en parle pas. On sait ce qui s'est passé, mais... Ouais, je pense qu'on a... Comme si on en reparlait, ça faisait encore plus de mal. Donc, à contrario, on s'est donné des objectifs. Je pense que c'était notre façon à nous de réparer ce qui s'était passé. Et Non, je sais pas si c'est par pudeur ou par peur de... Parce que sur le plan émotionnel, on n'est pas encore, je pense, réparé. Je pense qu'on est encore toujours touché de ce qui s'est passé. Enfin, voilà, quand j'en parle, j'ai toujours un peu les larmes, les petits frissons qui sont là. Ça me fait encore... Je pense qu'on n'est pas complètement guéri, que ça viendra avec le temps. Mais c'est vrai qu'à contrario, très vite, on a décidé pas de passer à autre chose, mais de se dire, ok, il s'est passé ça dans notre vie. Moi, j'ai pensé la perdre. Elle s'est sentie, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Viens, en fait, on change un peu notre vie, on se trouve des nouveaux objectifs, ce qu'on veut montrer à nos enfants. Nous deux, c'est vrai que du coup, on s'est lancé dans un projet de sport ensemble pour encore plus voilà, pour se montrer que tous les deux, on est vraiment, on peut faire quelque chose, quoi. Et que c'est important quand même là, dans le couple, d'être sur les mêmes longueurs d'onde et d'être unis, quoi. Alors vous êtes lancé dans quoi? on a eu le projet de faire l'Aerox, qui commence à se démocratiser. Enfin, on en parle de plus en plus. Sullivan l'avait fait quand j'étais enceinte en 2024 à Marseille, tout seul. Et puis peu de temps après mon accouchement, on était partis à un petit événement là, pour les enfants et on marchait et puis on parlait du prochain Aerox qui avait lieu à Paris au mois d'octobre, à Versailles. Et puis là, je sais pas ce que les hormones, j'en sais rien, je lui dis je vais le faire avec toi. J'avais la contrainte que par rapport à la césarienne et puis à mon hémorragie, il fallait que j'attende 3 mois avant de pouvoir refaire du sport. Donc on a eu l'été pour se préparer, septembre, un peu septembre, mais à septembre je reprenais le travail. On l'a fait quoi. On l'a fait, l'objectif, je pense qu'on s'était donné un objectif trop élevé par rapport à ce qui s'était passé. On voulait le faire en 1h30 et puis déjà on l'a terminé. Ouais. On l'a terminé, ça nous a fait énormément de bien. On avait nos enfants qui étaient là pour nous supporter, notre famille, nos amis. C'était vraiment un super moment. Voilà, c'était le début d'une grande aventure. Et c'est vrai qu'autour de moi, tout le monde me disait « Mais attends, tu vois ce que tu fais t'as quand même accouché il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois. » Et c'est vrai que moi, je me rendais pas compte, peut-être parce que j'ai... Tu l'allaites? Ouais, plus je l'allaite. Donc c'est vrai qu'avant chaque séance de sport, je devais lui donner le sein. En plus, nous, on fait le sport avec nos enfants. Donc voilà, on les a vraiment tout le temps avec nous, ça à temps plein. Et puis on se cale des petits moments pour faire du sport. Et ouais, c'est vraiment une fierté parce que je me dis, voilà, on va dire que j'ai guéri à ma façon à moi. Ça a été le moyen? Il s'est passé quoi dans votre tête quand vous commencez les entraînements là? Au début, il y a un peu la haine qui prend le dessus où je me dis ta vie, elle a failli basculer, donc t'as pas le droit de rester dans ton lit à te morfondre et à te plaindre.
Et du coup, à ce moment-là, c'est libérateur, quoi. Quand je cours, je revois des images, je me dis, mais... Enfin, non, c'est... Et j'ai la chance de pouvoir faire le sport et je dois me lever le matin pour y aller. Et je dois pas me laisser le choix, en fait. Je dois pas attendre d'avoir de la motivation parce que de toute façon, on sait que la motivation, ça va et ça vient. Et le gros travail que j'ai fait sur moi-même, c'était de me discipliner par rapport à ça. Et alors oui, j'ai fait du sport dans ma vie. Comme tout le monde, je me suis inscrite à la salle de sport et je payais mon abonnement et j'y allais jamais. C'est vrai, hein. Et après notre fille, voilà, je m'étais mise à faire du sport en groupe, quoi. Et vraiment, ce qui s'est passé à la césarienne, ça a fait un déclic. Ça a fait un déclic et je me suis dit, mais non, arrête d'attendre que les années passent, de voir défiler ta vie comme ça, d'être spectatrice, de ne pas agir, en fait. Parce que demain, tu vas avoir 50 ans et tu sais pas ce qui peut se passer. Et c'est de là que vraiment le sport est vraiment devenu une grosse partie de notre vie. Oui, parce qu'en plus, pendant les entraînements, enfin, du coup, on faisait les séances de sport à deux et entre guillemets, on ressouffrait encore à deux, mais cette fois, c'était de la souffrance qui nous donnait du plaisir et de la satisfaction à la fin. Et après, oui, comme je dis souvent à Priscilla, plutôt que d'être en colère, ben, autant utiliser cette colère en énergie un peu positive et ok, bah viens, ok, je suis en colère, ben viens, je montre qu'en fait, non, il y a encore des choses à faire, il y a encore, on peut encore aller plus loin. Et en plus de ça, on a la personne avec qui on fait le sport, on a un coach qui est aussi un ami et collègue. Et donc lui, ça ne le dérange pas que nos enfants y viennent. Et c'est vrai que bon, ben, Julia, quand elle est là, elle nous voit le sport, ben, c'est encourageant aussi parce qu'elle nous dit, elle nous encourage, elle nous dit allez, bravo. Euh, c'est... Ou alors elle essaie de reproduire certains mouvements de sport avec nous. Enfin, c'est hyper. Ou des fois, c'est vrai, quand on est un peu en souffrance et que la séance de sport, bon, bah, des fois on finit un peu en pleurs. C'est bah, pourquoi maman elle pleure, pourquoi papa il pleure. Et en même temps, c'est un peu leur transmettre des valeurs, quoi. Et puis on a un coach qui nous pousse toujours correctement, qui nous fait faire travailler ensemble aussi. Et on se rapproche encore plus, quoi, que ce qu'on était déjà. Oui, parce que dans votre récit, vous aviez l'air quand même très soudés. Cette année, on a fait nos 10 ans de couple. Ouais, c'est bien. Et on se connaît depuis qu'on a l'âge de 6 ans. Oh, c'est incroyable. C'est magnifique. Ouais. Vous réparez cette douleur, c'est quoi là, ce sport? C'est un peu une manière de se prouver que, bon, ben, on a 29 ans, jusqu'à présent, c'est vrai que on a quand même atteint des objectifs de vie qu'on se voulait par rapport au travail, par rapport à là où on habite maintenant, comment on a pu évoluer, on va dire, que ce soit financièrement ou... J'aime pas trop parler de catégorie sociale, mais comment on a réussi à s'en sortir en fait par rapport à là où on vient, que ben on s'est conforté dans un cocon parce qu'on avait réussi des objectifs qu'on avait il y a 10 ans, mais que maintenant en fait et c'est possible d'aller encore chercher plus loin. Et là le sport, ben, en octobre on a fait 1h45, on a dit au coach en février on en refait un mais on veut faire 1h30. On s'entraîne, on a fait 1h30. Là, on en refait un au mois de mai, on a dit ben, on veut 1h15. Et voilà, l'objectif, nous, ça serait de faire un podium. Ce sport en famille, là, ça fait quoi? Ça soude encore plus un clan à 4? Ça vous prouve que vous êtes capable? Ouais. Ouais. Et déjà, notre devise depuis toujours, c'est nous deux contre le reste du monde. Maintenant, c'est nous quatre contre le reste du monde. Et ouais, on essaye de se débrouiller à 4. Alors, maintenant, on a une base ici, on a des amis sur qui on peut compter, mais on ne peut pas toujours les déranger non plus dans leur vie. Et donc, on essaye toujours de se débrouiller, de faire en sorte que
qu'on s'organise, qu'on dérange personne et qu'on s'organise tous les quatre. Et c'est génial parce que, alors même si oui, des fois, le sport avec les enfants, c'est pas que c'est contraignant, mais des fois, il y a des choses qu'on peut pas forcément faire. Mais c'est pas grave parce que moi, mon fils, voilà, et maintenant il a 1 an et quand je fais les cours collectifs, il est en plein milieu de la salle et il va voir un peu tout le monde et tout le monde l'adore. Et ma fille, c'est pareil, il y a d'autres enfants et donc elle joue, elle s'amuse. Et elle est super contente de venir au sport. Quand je fais le gainage, elle me grimpe dessus. Et c'est pas grave, je me dis que bon, ça me rajoute du poids et ça me fait encore plus travailler. Mais voilà, c'est vrai que le sport, ça a été une façon, en tout cas pour moi, de ne pas sombrer. De vous réapproprier ce corps aussi, de Oui. reprendre la main dessus. Ouais. Oui, parce que déjà, j'avais pris du poids. Quand on accouche, on a toujours le ventre de grossesse. Et puis maintenant, il y a quelque chose en plus qui est là, qui me dérange. Et d'ailleurs, j'arrive toujours pas à toucher ma cicatrice ni à trop la regarder, même si maintenant elle est beaucoup moins voyante. Vous ne la touchez pas? Non. Vous ne l'avez pas touchée depuis la naissance de votre fils? Non, même quand il fallait l'amasser, au début la cicatrice, il faut l'amasser en faisant le palpé roulé. C'est moi qui le faisais parce qu'elle ne se sentait pas de le faire. Et vous ne la regardez pas non plus? Pas trop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne savez pas comment elle est? Je l'imagine, mais en fait, elle a transformé mon corps, c'est-à-dire que c'est difficile à dire, hein, mais maintenant j'essaie de faire en sorte de travailler mes abdos pour pas avoir de graisse parce que la cicatrice, j'arrive pas à expliquer, mais elle vous fait un espèce de bourrelet en bas du ventre. Et c'est dur, hein, mais j'y arrive pas, quoi. Elle a 1 an. Ouais. C'est rien. Ouais. C'est... je sais même pas si ça, je pense que ça fait partie des choses que je vis mal, quoi, encore à l'heure actuelle. Même mon maillot de bain, je l'ai choisi en sorte qu'on voit même pas, même les vergetures que j'ai sur le ventre. C'est horrible parce qu'en fait, je me rends compte que je me cache. Non, tu l'acceptes pas, la cicatrice. Et vous, ça a changé quelque chose, cette cicatrice sur ton corps? Non, moi, rien du tout. Non, pour moi, ça n'a rien changé. Enfin, de toute façon, elle fait partie maintenant de l'histoire et si on arrive dans nos futurs projets, finalement, ça sera à cause de ce qui s'est passé qu'on en arrivera là où on voudra être plus tard, quoi. Encore une fois, toujours transformer ce point noir en quelque chose de positif, mais non, enfin, moi, dès le début, la cicatrice, c'est normal dans le sens où c'est comme on parle des vergetures d'une femme enceinte ou quoi, enfin, ça fait partie des choses qui sont des choses de la vie, en fait. C'est comme ça, c'est pas grave, il faut vivre avec, quoi, c'est normal. Et puis, c'est pas la seule femme à avoir une cicatrice de césarienne aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir pour ça. Alors, je m'estime heureuse parce que moi, ma mère, elle avait eu la cicatrice dans l'autre sens. Donc, c'était la pauvre. Pour vous? Oui. Donc vous êtes née par césarienne? Oui. Et en fait, elle a vécu semblablement la même chose que moi. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle a failli partir justement à cause de ça. Et donc l'histoire se reproduit. Mais j'avais aussi peur de ça, c'est-à-dire que j'avais peur que Sullivan ait un regard différent sur moi. On a toujours envie
d'être bien, de plaire, etc. Et puis c'est vrai qu'on est dans une société où les apparences jouent beaucoup et voilà, et quand je vois des filles à la piscine qui ont 10 ans de moins que moi et qui ont ni vergeture ni cicatrices, c'est vrai que on a toujours tendance à se comparer. Et voilà, et du coup c'est vrai que voilà, je me lave, je me regarde pas, je m'habille et c'est parti quoi. Et donc elle est cachée et c'est très bien comme ça. Et est-ce que vous pensez que peut-être l'acceptation de cette cicatrice fait partie justement du chemin pour aller mieux? Oui, je pense qu'à un moment donné, il faudra l'accepter. Je parlais avec une amie un jour c'était joliment dit, qui disait que elle, sa cicatrice, elle l'appelait son plus beau sourire parce que bon, c'est vrai que voilà, ça remonte un peu. Et on va dire que j'en parle plus facilement maintenant. Vous m'auriez interrogé vous serez venu il y a quelques mois encore. Je sais même pas si j'aurais été capable d'en parler, mais en fait c'est un changement de corps quoi. Et ça on s'en rend pas compte, mais mine de rien, je pense qu'on le vit pas tous pareil, mais ça joue énormément sur le moral. Parce que c'est pas anodin, c'est quelque chose qu'on va garder à vie. Et même si c'est lié à une naissance, et qu'une naissance c'est positif et que c'est beau, je pense on garde cet a priori là de la cicatrice de césarienne, c'est pas beau quoi. Ça déforme le corps. Oui. Forcément, mais déjà la grossesse en elle-même déforme le corps. Oui. Et après, il y a cette cicatrice qui est très intrusive en réalité. Oui. Elle est déjà là où généralement, on va dire peut-être, je sais pas, 90% des femmes se regardent le ventre et les hanches. Et bim, elle est là, forcément. Donc c'est sûr que ça fait encore une tâche sur... en plus, on est déjà... Généralement, on n'est jamais satisfaite de notre corps à la base. Avant ça, on n'aime pas, machin, gna gna. Et en fait, quand il y a vraiment quelque chose dessus, c'est là où on se dit, t'es peut-être pas si mal avant. Oui, c'est vrai. J'aurais peut-être dû kiffer un peu plus, être plus sympa avec moi. Oui. Mais ouais, moi, cette cicatrice, enfin, du coup, c'est 2 cicatrices. J'en ai une sur, je sais pas, doit y avoir quelques millimètres entre les deux. Et pour moi, c'est les fenêtres de mes filles, quoi. Ouais. La grande, maintenant, au début, je me souviens, donc elle a toujours vu ma cicatrice. J'ai toujours dit, t'es passé, toi, t'es sortie par là. Et une fois, elle sort de l'école et tout. Et elle me dit, ouais, Robin, c'est un menteur. Alors, c'est un copain à elle. J'ai dit, pourquoi c'est un menteur? Et Robin, il dit qu'on ne peut pas sortir par le ventre, qu'on sort par plus bas, alors que c'est pas vrai. Moi, je sais qu'on sort par le ventre et tout. Et je me suis rendu compte que je lui avais jamais expliqué que c'était possible autrement, en fait. Oui. Parce que c'était notre réalité à nous. Oui. Je suis née par césarienne aussi. Et vraiment, c'était notre réalité. Du coup, c'était la mienne, puis c'était celle que j'avais vécue, et c'était celle de son histoire. Oui. Et là, je me suis dit, mince, attends, ok, en fait, j'ai quand même oublié des passages. Il faut qu'on reprenne l'anatomie. Tu peux pas te disputer avec les gens parce qu'il y a les deux qui fonctionnent. Non, mais c'est vrai. Mais nous, notre fille, elle est petite encore, elle a 4 ans, on lui a jamais raconté ça. Et d'ailleurs, même, elle est même pas au courant de ce qui s'est passé. Et je me pose vraiment la question de si un jour, il faudra pas qu'on lui dise parce que. Ouais, quand il y a des zones d'ombre comme ça les enfants ressentent tout. Hein. Et. Ouais. Oui, parce que Paul, c'est sûr qu'il a été affecté par la manière dont il est sorti, de ne pas être collé à la maman. Je pense parce que naturellement, c'est ce qui se fait aussi. Mais c'est vrai que dans les 3 premiers mois où tu ne peux pas porter quoi que ce soit, Julia, elle avait aussi besoin de cette attention. Elle vient d'être grande sœur. D'un coup, il n'y a plus toute l'attention sur elle. Il y a notre petit bébé. Sa maman qui l'a allaité pendant 16 mois
ne la prend plus dans les bras, ne la porte plus. Bon, c'est vrai que les câlins, du coup, ils se faisaient assis, mais il n'y a plus non plus ce portage. Ça, je m'en suis beaucoup voulu d'ailleurs par rapport à ça, parce que je me suis dit non seulement on lui rapporte un être qu'elle n'a pas demandé, et en plus on lui rapporte une maman qui est à 50% en fonction. Et vraiment à ce moment-là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on a fait quoi. C'est horrible hein, parce qu'on ne devrait pas penser comme ça. Et parce que maintenant on est très heureux d'être à 4, mais les premiers moments, on se les était tellement imaginés parfaits que quand on a vu qu'ils étaient tout autres, bon, moi en tout cas je l'ai très mal vécu, et encore aujourd'hui des fois je me dis mince, est-ce que j'arrive à porter assez d'attention à l'un et à l'autre, mais ça je pense que c'est des questions qu'on se posera toute notre vie en tant que parents. Puis c'est terrible en réalité de voir le poids de la culpabilité que la société nous fait porter, plus celle que nous on s'ajoute gratuitement. Et oui, je pense qu'un des problèmes majeurs en fait de la naissance d'un enfant, c'est qu'on nous fait croire que tout est rose. Oui. Et en fait, c'est pas dramatiser les choses que de parler de ce qui peut changer et de ce qui peut bousculer, mais c'est être face à une réalité qui pourrait probablement mieux préparer les parents, quoi. Oui. Oui, parce que sur la préparation, la seule chose qu'on entend, c'est ça vient déjà de nos parents. Tu verras quand tu auras des enfants, tu verras quand tu auras des enfants. Mais en fait, il n'y a personne, une fois que c'est en train d'arriver ou que ça vient d'arriver, qui nous explique qu'il y a réellement tout qui va changer, que c'est plus du tout le même mode de vie, c'est pas la même organisation. Et puis nous, intérieurement, en tant que femmes, on change. Il y a tout qui se bouscule, nos priorités ne sont plus les mêmes. On ne sait plus qui on est. Et on ne sait plus qui on est, pas que pour le premier. Parce que moi, je sortais à peine de tout ce qu'on appelle peut-être la dépression postpartum. Je sortais à peine de tout ça, que je suis retournée dans la maternité. Et c'est vrai que on n'est pas assez accompagné, je pense, ou du moins pas de la bonne façon. Et on se retrouve seul du jour au lendemain. C'est vrai que malheureusement, on donne de l'attention au bébé, les gens viennent voir le bébé, les gens offrent des cadeaux au bébé, mais personne ne se préoccupe de la mère. Et on vous demande de reprendre le travail à 2 mois et demi, de laisser votre bébé à la crèche et de reprendre une vie comme si rien ne s'était passé en fait. Et c'est assez difficile parce que, alors oui, on l'a voulu cet enfant, on va nous dire oui, mais tu l'as voulu, tu l'as choisi, tu l'as eu, mais c'est pas une raison pour souffrir quoi. Et on est dans une société qui est pas forcément, comparé à certains pays, en tout cas la France, on n'est pas du tout évolué par rapport aux enfants. Les lieux extérieurs sont pas adaptés aux enfants. Je veux dire, moi j'ai allaité dans des endroits, mais vraiment je me dis, c'était sorti de mon chapeau quoi. Vraiment, parce qu'il n'y a pas de siège, donc on allaite par terre comme on peut, avec un linge. Et donc ouais, tout ça, on est un peu en mode survie quoi. Mais bon, peut-être qu'un jour ça évoluera. Vous pensez à un troisième ou pas du tout? Non.
Non, ça par contre on en a reparlé. Même si Paul avait été le premier, c'est sûr qu'on n'aurait jamais rien, on n'aurait jamais retenté. C'était trop traumatisant. Ouais, plus jamais. Et la question du troisième, oui forcément, c'est pas la première fois qu'on nous pose la question, mais non, c'est bon. Ça nous a tellement mis dans le dur et... Non. Et puis il a été tellement malade, je crois que lui en fait il nous a vraiment achevés quoi. Il s'est dit bah vous en vouliez un dernier, bah hop. Et il a tellement enchaîné que j'ai eu à peine le temps de me remettre de la césarienne que lui il était malade et qu'on a dû courir à droite à gauche pour le faire soigner. Donc non,